Jean Pénassigno me dit « Strasbourg proposait un football offensif très intéressant, mais semble être en perte de vitesse. À quoi est-ce dû à ton avis ?» Le problème de Strasbourg, c'est la défaite à Saint-Étienne et quelque part le match nul à Angers. Je pense que Strasbourg a pris 1 point sur ces 2 matchs. Si tu leur mets 5 points de plus, ils ont 18 points, ils sont en haut du classement. Après, que Strasbourg perde contre Monaco, c'est pas infamant. Strasbourg, en 11 journées, a quand même déjà joué les 3 premiers du championnat. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit que Rosenior a dégagé une équipe type, mais qu'il a beaucoup de mal à en sortir, et que dès qu'il manque 1 ou 2 joueurs, il manquait encore une fois Sarr et Emega contre Monaco, l'équipe a du mal à performer, et surtout l'entraîneur a beaucoup de mal à faire des changements. Et les changements étaient beaucoup trop tardifs, parce que Strasbourg finalement menait au score jusqu'à la 81e minute. Et il aurait fallu faire rentrer Wanga et Diong pour consolider la défense. Et j'ai un peu peur que Rosenior soit un peu prisonnier de ses idées de jeu. Mais bon, il n'y a pas encore de quoi s'inquiéter, hein. Pascal du 82 me dit « Qu'avez-vous pensé de l'élection américaine et de son résultat ?» J'ai rien à penser de l'élection de Trump ou de Kamala Harris. Je suis pas américain et quelque part c'est pas vraiment mon problème. Je note avec un certain sourire que la campagne de calomnie dont a été victime Donald Trump par quasiment l'ensemble de la presse française a évidemment été nulle et non avenue. En même temps, il a subi la même aux États-Unis, mais on s'aperçoit que les Latinos ont voté à 45% pour lui, que la communauté noire a voté pour lui, et que cette élection alors que beaucoup prédisaient, y compris Barack Obama, qu'on n'aurait pas le résultat le soir même, cette élection s'est transformée en raz-de-marée. Et bon, quand il y a un raz-de-marée comme ça, il y a une explication. Je pense qu'une des explications, c'est que Kamala Harris est nulle. D'ailleurs, il y a qu'à voir elle a quand même dépensé $1 milliard pour sa campagne, et maintenant il faut rembourser Et maintenant, je veux bien qu'on nous présente Donald Trump comme le grand Satan. Maintenant, il a déjà été au pouvoir pendant 4 ans, et il m'a pas semblé que l'équilibre du monde en avait souffert, et que les Américains avaient fait la guerre de partout. Donc voilà. Antoine Lucho me dit « Selon Mbappé et son entourage, la sélection sera en partie la cause du désamour du public français envers lui, et ce serait pour ça qu'il ne veut plus jouer avec la sélection. Mais selon moi, c'est uniquement à cause de lui. Qu'en pensez-vous » C'est toujours pareil, tu commences ta question par « selon Mbappé ». Donc ça veut dire selon, ça veut dire que tu n'en sais rien. Je pense que le désamour du public français, il dépasse de loin le cadre de Mbappé pour l'équipe de France. Je pense que l'équipe de France, elle a emmerdé tout le monde à l'Euro. On s'aperçoit avec les audiences télé qui sont quand même assez nettement en baisse. On s'aperçoit voilà, qu'il y a quelque chose de cassé. Le départ de Giroud, le départ de Griezmann, le départ de Lloris, le fait, je suis désolé de remettre ça sur le tapis, mais que énormément de gens, notamment sur mon compte Twitter, me disent qu'ils ne peuvent pas s'identifier à une équipe où il y a que des noirs. Mbappé est peut-être la pierre angulaire de ce désamour, mais il n'est pas la seule raison. Il ne veut plus jouer avec la sélection, ça aussi c'est toi qui le dis. Donc non, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que il a raté son Euro, et tout le monde a mis de côté le fait qu'il s'est fait exploser le pif au premier match, qu'il a loupé le deuxième, et qu'il a joué les 2 suivants avec un masque, voilà. Et que effectivement, pour un joueur qui était déjà pas en grande forme physique, c'est un handicap trop important. J'espère qu'il va se remettre dans le droit chemin. J'espère qu'il va parvenir mentalement à se recentrer sur le football. J'avoue que j'en suis pas sûr, mais c'est vrai que c'est un énorme gâchis pour l'instant. Nico Damerschwir me dit « On est parfois un peu injuste dans l'évaluation du joueur, ça passe ou ça casse, qui par définition ont un jeu instable comme Cherki, Ben Arfa, c'est peut-être un casse-tête pour un entraîneur, mais s'ils arrivent, ça en vaut le coup, exemple Ben Arfa 2016. » Une équipe de foot, c'est un tout, hein. Tu as des travailleurs de l'ombre, tu as des joueurs pour lesquels il est très important
d'avoir plus de 90% de réussite dans les passes. Et puis tu as des punchers, des joueurs qui tentent le coup dur sur pratiquement tous leurs ballons, que ce soit par le dribble ou par la passe. Je pense que le meilleur exemple de ça, c'était Neymar. Et des joueurs comme ça, il faut accepter que des fois, leur rendement soit forcément moins régulier et plus instable qu'à des joueurs qui sont là effectivement pour garder la balle et faire tourner le ballon ou récupérer des ballons. Oui, effectivement, on est parfois un peu injuste. Je suis d'accord avec toi sur ce genre de joueur. Antoine Lucho me dit: je suis supporter marseillais et je suis beaucoup de pages marseillaises, et ces derniers jours, beaucoup d'informations du vestiaire ressortent. On parle d'une taupe. Selon vous, ça serait plutôt un joueur ou un membre du staff? Alors, je n'ai pas du tout entendu parler de cette histoire de taupe. Je ne trouve pas, très franchement, que il y ait des informations extraordinaires qui sortent du vestiaire marseillais. Donc non, on verra, mais je suis pas forcément d'accord avec ça. Anatole du 49 me dit: Neymar encore blessé, doit-il arrêter sa carrière? Neymar, il a été arrêté à 1 an parce qu'il a eu une rupture des croisés. Voilà. Il revient et il a un pépin musculaire. C'est d'une banalité. Je sais pas combien de fois c'est arrivé qu'un joueur qui revient d'une blessure longue durée ait un pépin musculaire au moment où il remet la machine en route sur le terrain. Donc voilà, il va être blessé 3-4 semaines, Neymar. Voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez classique dans sa situation. Donc, doit-il arrêter sa carrière? En tout cas, je pense qu'au Brésil, ils sont pas du tout dans cet état d'esprit et qu'ils rêvent que d'un truc, c'est qu'ils reviennent en sélection. Pascal du 82 me dit: craignez-vous des débordements en extérieur comme en intérieur du stade pour Francis Sahel, malgré les renforcements des services d'ordre? Comment expliquez-vous la faible affluence prévue pour ce match? Alors, j'ai déjà répondu sur ma crainte, effectivement, des débordements à l'extérieur ou à l'intérieur, et surtout dans les transports pour aller au match. Comment expliquez-vous la faible affluence prévue pour ce match? J'ai envie de te retourner la question et de dire: mais qui a envie d'aller voir Francis Raël au Stade de France un soir de novembre? C'est une affiche peu intéressante déjà d'un point de vue strictement footballistique, parce que c'est extrêmement déséquilibré. Il y a effectivement énormément de risques, donc tous les gens qui ont envie d'aller voir un match tranquille, très logiquement, ils passent leur tour sur ce coup-là. Après, s'il y a 20 000 personnes au Stade de France pour ce match-là, il faudra effectivement se poser des questions. Mais je pense surtout qu'il y a beaucoup de gens. En plus, Benyamin Netanyahu a demandé aux ressortissants juifs, je sais pas si on peut même dire ressortissants juifs d'ailleurs, ça veut rien dire ce que je dis, enfin aux personnes de confession juive de ne pas se rendre au stade. Donc je pense que s'il y avait des conditions de sécurité totalement remplies, peut-être que la communauté se serait dépassée beaucoup plus en nombre. Là, tout est fait. En plus, les événements d'Amsterdam augmentant cette impression, tout est fait pour que pas grand monde ait envie d'y aller. Christian Poulon me dit: comment expliques-tu que chaque entraîneur qui passe au PSG n'arrive pas à faire jouer l'équipe de mi-temps de même intensité, et surtout que chaque joueur qui arrive n'apporte aucune amélioration en Ligue des Champions? Je pense que jouer au PSG, c'est très dur. C'est très dur parce que tu es sous le feu des médias en permanence, sous le feu des réseaux sociaux maintenant en plus, en permanence. Tu es dans une ville où il y a une fausse pression, parce que finalement à Paris, tu peux avoir une vie privée totalement libre, mais tu peux aussi... mais tu payes la facture quand t'es pas bon sur le terrain. Donc Paris, c'est très dur. Et puis Paris, c'est un haut niveau. Et par contre, sur la première partie de ta question, c'est vrai que depuis le PSG de Laurent Blanc et de Zlatan Ibrahimovic et du milieu Matuidi, Mota, Verratti, c'est très compliqué de voir le PSG jouer 90 minutes sur un même niveau.
Je pense qu'il y avait des joueurs qui sont effectivement, c'était en tout cas patent à Angers, des joueurs qui jouent totalement à l'économie. Geoffrey me dit, il y a 2 semaines, l'équipe TV a annoncé l'arrivée en grande pompe de la Serie A sur la chaîne, ce qui n'aura pas duré bien longtemps avant que ça se passe sur le site réservé aux abonnés. Les plaintes des fans sont-elles logiques? Y a-t-il une erreur de communication? Alors tu m'apprends tout ça, d'abord parce que je vois déjà suffisamment de matchs pour pas tellement m'intéresser au championnat italien. J'avais effectivement noté qu'il allait y avoir 2 matchs par semaine sur l'équipe TV. Là, tu m'apprends effectivement que maintenant c'est sur le site réservé aux abonnés, donc effectivement il y a tromperie quoi. Si on dit ça y est, le foot est gratuit, le foot italien est gratuit, non, c'est pas gratuit, c'est sur le site des abonnés. Donc oui, il y a erreur de communication, peut-être aussi une erreur de calcul. Ils ont peut-être payé ça peut-être plus cher qu'ils ne l'espéraient quoi. Dahu Vib me dit, pensez-vous que les supporters nantais doivent attendre une inévitable relégation en Ligue 2 ou peut-on espérer quelque chose de la direction et que feriez-vous? Si tu vois le dernier match de Nantes à Lens, la défaite elle est quand même très très cruelle parce que tu mènes jusqu'à dans les 10 dernières minutes et tu prends 2 buts, dont un 3e but sur une passe lobée de la tête totalement ratée de Palois. Donc c'est vrai que c'est une défaite qui fait mal aux Nantais, d'autant plus que la fin du calendrier des matchs allés de Nantes, elle est costaud. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup plus faible que le FC Nantes cette année en Ligue 1 et je pense que c'est ça qui les sauvera. Maintenant, qu'espérer quelque chose de la direction? Qu'est-ce que vous voulez espérer de Valdemar Kita? Si dans 2-3 défaites de plus, il va virer Comboiré, reprendre un autre mec, et puis voilà, et on va être reparti sur un cycle chaotique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, très sincèrement, je pense que si on veut que Nantes renaisse de ses cendres, il faut que Kita se résolve à vendre le club. Maintenant, s'il veut vendre le club en rentrant dans tous les sous qu'il a investis, ça va effectivement être très compliqué pour lui. Donc j'ai peur effectivement qu'à terme ce club soit dans une impasse tant que Kita en sera à la tête. Scafé d'YN me dit, après 11 journées, penses-tu que la GIA arrivera à se maintenir en fin de saison? Écoute, sur les 2 derniers matchs que je leur ai vu faire contre Rennes et contre Marseille, où ils ont marqué 7 buts, oui, honnêtement, j'imaginais pas Auxerre avoir une force de frappe aussi intéressante au niveau de ses joueurs offensifs. Je pense que Ahmed Junior Traoré est vraiment un joueur différent qui apporte énormément à l'équipe, mais bon, Sinayoko aussi, voilà. En plus, ils ont fait ce résultat à Marseille sans leur meilleur défenseur Joubal qui était absent. Donc, oui, absolument aucune inquiétude pour nos amis auxerrois sur cette saison.